Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vendredi de la recherche. Aujourd'hui, on reçoit Lucie Brelet. Lucie Brelet qui est doctorante en psychologie sociale et environnementale au sein de l'équipe CROM, donc à l'université Nîmes. Bonjour Lucie, Bonjour, comment ça va? ça va? T'as l'air extrêmement détendue et ça fait Non, plaisir à voir. pas du tout. On salue Kerton 10 dans le chat qui dit Go Lulu. Donc j'imagine que c'est pour toi et que c'est pas pour moi, mais c'est pas grave, je prends Un petit surnom. ça très bien aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, on reprend, on a eu un petit décalage. Donc, Lucie qui est donc en train de travailler sur une thèse sur les conflits d'usage en moyenne montagne. Et donc, elle se pose la question de comment favoriser une coopération environnementale sur un territoire. C'est bien ça. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire qui te dirige? Alors, je suis dirigée par Oscar Navarro et Elsa Cos, donc qui sont du coup rattachés au laboratoire Chrome. Donc ça, c'est le côté universitaire parce qu'on a fait une demande de convention CIFRE pour ma thèse, donc c'est en cours. Ok. Mais du coup, je dépends d'un syndicat mixte, donc une collectivité territoriale. Donc ça s'appelle le syndicat mixte du Mont d'Or et je suis co-encadrée aussi par quelqu'un qui représente la fédération départementale des chasseurs du Doubs. Donc moi, Ok. ma zone d'étude, elle est en Franche-Comté, dans le département du Doubs. D'accord, d'accord. Donc, il y a Nico qui chambre la La régie. Mais régie. alors, ce qu'on va faire, Nico, c'est que pour la prochaine vision, tu viendras faire la régie. Comme ça, on te chambrera. Mais il aime bien. Du coup, ben ok, c'est très intéressant ces travaux-là. Et donc, en fait, il y a ton financement qui est en cours de construction et qui va peut-être Bah, évoluer en je- fonction de l'obtention d'une cifre si ouais, ça se dessine. je suis déjà financée en fait Oui, par les taxes remontées mécaniques. Du coup, oui. je travaille sur une station de ski, mais on fait une demande aussi de convention de CIFRE et du coup là, les réponses, on va pas les attendre avant 2023, donc là, on est dans l'attente. Mais en soi, on a déjà les Oui. financements, c'est si on peut utiliser justement ces financements pour autre chose parce que c'est un Mm. gros projet de transition touristique. Donc il y a d'autres projets, il n'y a pas que ma thèse du coup. Très bien. En fait, pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, les conventions CIFRE, en fait, c'est des conventions qui sont faites entre l'université, le doctorant, un organisme de recherche et donc une autre personne qui va accueillir un doctorant. Mm. Et en fait, ce doctorant-là, il est salarié de l'entreprise ou de la collectivité qui l'embauche. Mm. Et dans le cadre de son contrat de travail, ben, le ou la doctorante prépare une thèse à une certaine quantité de son temps qui est dédiée à la recherche pour la réalisation des travaux de thèse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un forfait d'accompagnement qui est pris en charge directement par Ouais. l'État. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant embaucher nos doctorants. Non, non, c'est un très beau dispositif, la CIFRE. Complètement. Donc, très intéressant. Avant de commencer et de te laisser la parole pour ta présentation, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours et comment, en fait, globalement, on arrive à se retrouver à faire une thèse? Alors, moi, j'ai fait une licence de psychologie à Montpellier et en troisième année de licence, je suis partie en Erasmus en Norvège et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai découvert la psychologie environnementale parce que je connaissais pas ça du tout. Avant, j'étais plus orientée psychologie cognitive et ensuite, du coup, j'ai fait une demande justement pour un master. Bah, du coup, c'est un des seuls masters en France de psychologie environnementale. Donc, j'ai fait la demande pour rejoindre ce master et à la base, je voulais pas faire de recherche. Mais je me suis retrouvée à vraiment aimer certains projets. Donc là, sur mon master 1, j'avais travaillé notamment dans mon mémoire sur le partage d'une ressource en eau, sur mon mémoire 2 sur un peu toutes les problématiques de consensus autour de gestion de la biodiversité. Et du coup, mon stage de fin d'études qui s'est déroulé du coup l'année dernière en master 2, en fait, ma thèse, c'est la suite de mon stage. Donc en fait, c'était une suite logique et moi, le projet m'intéressait et bah, maintenant, je suis épanouie du coup dans cette thèse, quoi. Très bien. Donc en fait, voilà, là, c'est le parcours qui te conduit en thèse. Et donc, là, c'est la fin de ta première année de thèse. Enfin, la fin. Entre le milieu Heu, et la fin de ta première année de thèse. Bah, j'ai commencé en janvier Oui, au milieu, ouais, milieu, 2022. milieu de thèse. Est-ce que pour le moment, ton expérience. Donc, en fait, c'est vrai que tu parlais de la continuité entre le master et la thèse, c'est quand même quelque chose qui est pas automatique, mais qui est quand même relativement fréquent. C'est-à-dire, sur certains sujets, vous arrivez à obtenir des contrats, des financements pour des thèses aussi parce que
le cursus que vous avez eu avant colle bien à ça et du Bah, coup, on choisit d'aller chercher un petit peu plus loin. et puis sur mon travail de stage, j'ai vraiment problématisé un peu tout le travail de thèse. Donc, il y avait vraiment une suite logique à faire où maintenant l'idée, c'est de trouver des solutions, quoi. Mais ça, on va en parler justement dans la présentation un peu plus. Très bien. Donc, il y a Kerton 10 qui apparemment est très très au courant de tes travaux qui dit 7 mois pile. Donc 7 mois et joyeux mois anniversaire de Nico. Effectivement, Merci. merci pour ces messages. Merci à vous deux. Donc oui, si j'avais une question oui, sur le début de ta thèse, moi j'aurais bien aimé parce que une question que j'aime bien poser à des doctorants qui sont à plusieurs stades. Alors, à la fin, on a des retours particuliers qui sont liés des fois un peu à la pression, au stress de l'approche de la soutenance. On se dit ça y est, c'est compliqué. Milieu de thèse, on est un peu la tête dans le guidon. Toi qui es quand même plutôt au début, euh, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu en penses jusque-là de cette expérience? Bah, je découvre encore, du coup, ce que c'est d'être doctorant. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu des idées préconçues où bah, on était bloqué sur notre recherche et on faisait que ça, que ça, que ça. En fait, je me rends compte qu'on fait plein d'autres choses à côté. On donne des cours, justement, on organise des événements, donc des séminaires interlaboratoires. On fait pas mal de travaux de médiatisation, donc de vulgarisation, etc. Donc, ce qui fait que, en fait, c'est riche et varié. Et moi, pour l'instant, la première année, je prends que du plaisir, quoi. Enfin, je découvre encore et du coup, voilà. Et est-ce que tu dirais que est-ce que tu dirais que dans la diversité de ces activités, la chose la plus improbable que tu aies faite, c'est te former à la ventriloquie ou pas? Je suis pas encore formée. Oui, parce que du coup, pour les nuits de la recherche, je veux faire un théâtre de marionnettes. Donc, je suis formée à la Et j'avoue ventriloquie. que je me suis pas encore remis de cette annonce-là, donc il fallait que je partage. Je sais pas ce que ça va donner encore, hein. Ça va être formidable. Là, c'est typique des inspirations de Lucie sur le moment, donc on verra. Moi, je trouve que c'est une très belle idée. Mais moi, j'ai peut-être juste vu la meilleure. Alors, c'est Naya Del Almond qui nous dit ça. Ah si, ça doit être Lara. Peut-être. Ok. Je pense qu'on découvrira qui sont les personnes après. J'ai juste une petite question moi, à la lecture de ton sujet. Donc, j'ai vu, donc c'était les questions de conflit d'usage. Ça fait intervenir, de ce que j'en ai compris, divers en fait, groupes de personnes qui donc vont agir sur des lieux en commun ou sur des intérêts en commun, mais ils vont pas avoir tout à fait le même usage, en gros, de ces lieux-là. Et je vois que la notion de conflit apparaît là-dedans, et je me dis, est-ce que toi, tu aurais peut-être, déjà pour expliquer un petit peu, est-ce que tu aurais des éléments à nous donner sur pourquoi, quand on a des groupes qui se forment, la notion de conflit apparaît? Alors, du coup, en psychologie sociale, on s'intéresse beaucoup aux identifications sociales. Donc, comment, en fait, on s'identifie au sein d'un groupe. Et en fait, à partir du moment... notre cerveau, il a tendance à catégoriser. Donc, on va facilement créer des groupes et on met tout le monde... créer des groupes sociaux. Et ça permet de créer notre réalité sociale, en fait, de comprendre comment notre environnement il fonctionne. Et du coup, on va avoir cette tendance à favoriser beaucoup plus facilement notre propre groupe en comparaison des autres groupes. Pourquoi? C'est un peu tout un maintien d'une bonne image de soi. Donc, si on fait partie de ce groupe, il va falloir qu'on favorise ce groupe pour le bon maintien de la bonne image de soi. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de favoritisme endogroupe. Mais il y a aussi d'autres biais qui s'appellent le biais d'homogénéité de l'exogroupe, où là, on va avoir tendance à percevoir les membres d'un autre groupe comme tous les mêmes. Et ça crée les phénomènes de stéréotypage, de discrimination, etc., qui peuvent des fois être lourds à porter. Et donc ça peut créer des conflits. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un conflit pour avoir ces biais qui émergent. En fait, une simple catégorisation peut faire émerger ces biais. Du coup, si je prends un exemple typique, on veut travailler en interdisciplinarité, par exemple, et qu'on est du coup plusieurs disciplines à travailler Est-ce que c'est le moment où tu te fâches avec tout le monde? C'est le moment où, du coup, on peut être plusieurs disciplines à travailler sur un même sujet. Et moi, par exemple, je suis en psychologie. Je sais que la psychologie, c'est la meilleure discipline au monde. Du coup, je vais avoir tendance à penser que ma manière de voir les choses va être mieux que les autres groupes. Et ça peut créer justement des biais, des fois, sur des travaux interdisciplinaires où on va avoir du mal à
à se mettre d'accord et on va avoir ces biais qui vont se mettre en place. Très bien, oui, donc c'est, en fait, voilà, c'est quand même quelque chose, on le voit dans ton travail, mais c'est une dynamique qu'on peut, Qui est voir constante un peu et ouais. dans plein Et de. après, il y a d'autres variables qui peuvent se rajouter du coup sur toutes ces, relations intergroupes. Mais, globalement, la base, c'est ça. Mmh. OK, très bien. Du coup, peut-être dernier point avant de te laisser la parole. Tu l'as abordé juste tout à l'heure. Tu as parlé du séminaire Interlabo. Donc, avec Théo Jezierski, vous Et avez organisé on est la meilleure team. le séminaire Interlabo des doctorants. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consistait et comment ça s'est passé? Alors le séminaire interlaboratoire, donc c'est, un événement qui a été, créé par, les 2 labos de, psychosocial. Donc c'était pas Crum qui l'avait, organisé la première fois, mais là c'était la 9e édition. Donc en fait, ça s'organise tous les ans et c'est organisé par les doctorants pour les doctorants en psychologie sociale. Et du coup, c'est un événement où on peut se retrouver entre doctorants en psychosocial, parler de nos thèses, s'auto-former à communiquer sur nos thèses, se partager des éléments théoriques. Et puis aussi, là, du coup, on l'avait tourné beaucoup sur l'interdisciplinarité. Donc du coup, on avait fait quelques ateliers aussi de débat, etc. Donc, ça nous permet aussi de créer notre réseau, dans notre discipline. Voilà. Et c'était quand? C'était le 1er, 2 et 3 juin, Bien, oui. à côté de la feria en même temps. C'est ça, on était vraiment accolés. Voilà. On veut pas savoir ce qui s'est passé. Non, ça c'était en dehors de l'événement. Ok, très bien. Donc en tout cas, c'était un très bel événement, nous, qui a très bien fonctionné. On a pris En interne. plaisir avec Théo à l'organiser. C'est très bien, c'est très bien. C'est l'heure de te laisser la parole pour la présentation de tes Ah ouais. travaux. Donc voilà, Tom met le PowerPoint et on te C'est laisse parti. y aller. Donc, comme on a dit, donc je travaille sur les conflits d'usage en moyenne montagne et donc moi je dépends d'un syndicat mixte, donc c'est une collectivité territoriale qui s'occupe du domaine de la station de ski de Métabier dans le département du Doubs en Franche-Comté. Et en fait, ce massif aujourd'hui, il fait l'objet d'une transition touristique. Pourquoi? Parce que si on regarde du coup une étude qui s'est déroulée en 2020 sur le site de la station, on remarque que la station de ski ne sera plus viable économiquement en 2030 parce qu'il y aura un manque de neige. Et donc le syndicat mixte décide d'anticiper la fin potentielle du ski alpin en valorisant des pratiques qui seront moins dépendantes du taux d'enneigement, donc VTT, trail, ski de fond, rando, etc. Mais avant de valoriser du coup ces activités, c'était important de comprendre comment elles sont réparties sur le territoire et puis comment elles sont perçues par les autres utilisateurs du massif. Donc ça, c'était tout l'objet de mon stage justement de fin d'études, où là, j'avais interrogé 56 participants et j'utilisais la méthode des cartes mentales. Donc j'avais interrogé 56 utilisateurs du massif, donc des agriculteurs, des chasseurs, des pratiquants sportifs, des touristes, des forestiers, etc. Et je leur demandais sur une feuille de représenter le massif du Mont d'Or et ensuite d'entourer sur leur représentation les zones qu'ils considéraient comme naturelles, sauvages, les zones considérées comme surfréquentées et les zones considérées comme des zones de loisirs personnels. Donc, un exemple de carte, ça va être celle-là que j'ai construite. Donc, en fait, j'ai construit 24 cartes en fonction de toutes ces variables. Donc, par exemple, on avait la représentation du massif selon les chasseurs, on avait les représentations des zones naturelles sauvages selon les pratiquants sportifs, etc. Et là, c'est la carte la plus générale que j'ai pu construire. Donc, c'est la représentation du massif selon les 56 participants, tout confondus. Donc, si on veut un peu se situer, là, on a le domaine de la station, qui est situé entre Métabier, Jougne et les Longevilles. Et puis là, on va avoir les zones d'alpage et de forêt qui s'étendent jusqu'à la commune de Mout. Alors, premier résultat que j'ai pu montrer, c'est on remarquait qu'il y avait une délocalisation des pratiques de loisirs des habitants. Et la principale motivation à cette délocalisation, c'était de fuir les zones touristiques pour aller vers des zones qui étaient considérées plus naturelles sauvages et plus calmes à la pratique. Donc ça, c'était un point important parce que de prime abord, on se dit, bon, ça va peut-être être les touristes qui vont causer problème. En fait, pas directement, en fait. C'est plutôt la délocalisation liée à l'activité touristique qui va poser problème. Deuxième résultat, c'est qu'on remarquait qu'il y avait l'émergence de nouveaux hotspots. Donc, c'est des nouveaux points de départ pour les pratiques de loisirs. Et en fait, ça dénote un peu une perte de contrôle sur le massif parce que ces hotspots, ils ne sont pas du tout communiqués par des offres touristiques. Donc, c'est le pratiquant qui les crée lui-même. Et en fait, ces hotspots, ils viennent se superposer à des espaces de protection de certaines espèces.
Et on a notamment le grand tétras, c'est une poule de montagne, donc qui est en haut à gauche de l'écran là. Et cette poule de montagne, elle est en voie d'extinction actuellement et elle fait l'objet justement de protection. Mais il n'y a pas que le grand tétras qui est menacé. Alors le Mont d'Or, il faut savoir qu'il fait l'objet d'un projet de labellisation espace naturel sensible parce qu'il y a plein d'espèces protégées et menacées sur le Mont d'Or. Et du coup, si on valorise des pratiques de loisirs qui vont aller à droite à gauche à l'avenir, ça va être source de dérangement et de piétinement pour toutes ces espèces. Troisième résultat, c'est que du coup, ces cartes, je les associais à des entretiens où les personnes pouvaient s'exprimer et il y avait un sentiment de déambulation sur le massif qui était souvent évoqué. Et ça, c'est en gros, ils avaient l'impression qu'à toute heure de la journée, il y avait du monde sur le massif, que ça soit de nuit, parce que maintenant, il y a même des pratiques de nuit avec la lampe frontale, qu'il y avait de plus en plus de pratiques hors piste, etc. Et ça vient dénoter du fait que ces pratiques commencent à être gênantes sur le massif. Gênantes pour qui? Pour en fait d'autres activités. Donc là, on a des belles vaches, les Montbéliardes. Et en fait, ça, Mont d'Or, c'est un fromage, hein. Donc il y a une grosse activité fromagère et d'élevage. C'est une zone AOP comptée. Donc c'est une zone du coup assez intense sur tout ça. Et du coup, les vaches, elles vont monter l'été sur les pâturages et redescendre. Donc un conflit typique avec les éleveurs. Le vététiste, il passe, il ne referme pas la barrière derrière lui. Et là, il y a toutes les vaches qui partent. Et ça, si on multiplie tous ces comportements-là, ça crée des tensions et ça crée des conflits. Il y a une autre activité qui est très, très présente sur le massif, parce qu'on est sur des massifs jurassiens, donc c'est des forêts jurassiennes avec des épicéas. Et ça, c'est une activité économique importante sur le territoire. Et en plus de ça, ces forêts sont menacées par la sécheresse, donc elles font l'objet de préservation aussi. Mais si derrière, ces forêts deviennent multi-usages, c'est compliqué de mettre des réglementations qui sont adaptées. Donc ça aussi, ça crée des conflits. Et puis j'ai mis un loup et un lynx en photo. C'est pas pour faire joli, hein. Ils sont présents sur le territoire. Alors le loup, il n'est pas encore complètement installé, mais il est présent. Et ça, c'est des symboles typiques de la place de la chasse, en fait, du coup, sur le massif, où il y en a qui vont dire la régulation de la biodiversité, elle doit se faire naturellement grâce à ces grands prédateurs. Et d'autres qui disent non, non, la chasse, on en a besoin, quoi qu'il arrive. Et derrière, si on vient valoriser encore plus des pratiques de loisirs, la chasse, ça va avoir des difficultés à pouvoir chasser parce qu'il y aura trop de monde et ça deviendra vraiment dangereux à la pratique. Donc ça vient questionner, voilà, finalement, qui a le droit d'être sur le massif, qui est accepté, qui ne l'est pas, comment on organise ce massif, etc. Donc là, c'est justement tout l'enjeu de ma thèse, c'est de trouver des solutions par le biais de facteurs psychosociaux pour savoir comment on peut favoriser une coopération entre tous ces acteurs sur le territoire et en fait les unir vers un but commun, c'est de préserver leur massif du Mont d'Or. Donc ça va être un gros boulot, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que... alors non, pas encore. Désolée. Il y a une bonne nouvelle, c'est que les entretiens que j'ai menés du coup pendant le stage ont montré quand même que globalement, tous les participants, que ce soit des éleveurs, des chasseurs, des pratiquants sportifs, etc., ils sont tous très, très soucieux du Mont d'Or. Ils sont tous très attachés à leur massif. C'est leur petit bébé. C'est leur lieu. Il y a une vraie identité de lieu qui est créée sur le territoire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, les raisons pour lesquelles ils veulent le protéger, là, elles peuvent différer. Et c'est là, du coup, qu'on en vient... moi, je m'intéresse, du coup, aux valeurs. Donc, en fait, pourquoi on apprécie le Mont d'Or? Donc moi, j'intéresse à la typologie des 13 valeurs de Brown et Reed, qui ont construit ces 13 valeurs par rapport à une forêt. Donc pourquoi on apprécie une forêt? Est-ce que c'est parce que c'est un lieu qui est beau, qui sent bon? Donc ça va être plutôt une valeur esthétique. Est-ce que c'est parce que le bois va nous ramener une valeur économique, il y a des opportunités touristiques, etc. Donc ça, c'est vraiment la valeur économique. Enfin, voilà, on voit qu'il y a plein de valeurs, il y a plein de raisons différentes d'apprécier un site. Et moi, je m'intéresse justement sur le Mont d'Or. Est-ce qu'on peut adapter ces valeurs au Mont d'Or? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui peuvent émerger aussi quand on interagit avec le Mont d'Or? Et de comprendre si différentes menaces qui sont perçues sur le Mont d'Or qui peuvent toucher à différentes valeurs, est-ce que ça va engendrer différents types de comportements face à cette menace en fonction de l'usage qu'on en fait? Donc en fonction de si on est éleveur, en fonction de si on est chasseur, etc. Et aussi, j'aimerais savoir si ça aussi, ça peut varier en fonction de comment on perçoit les capacités de résilience de la nature.
Donc là, je m'intéresse aux mythes de la nature qui ont été décrits par Schwartz et Thompson en 1990, donc ça date un peu quand même. Et en fait, ils décrivent 4 modes de vie liés à nos perceptions des capacités de résilience de la nature. Donc je vais vous les décrire un à un. Donc on a d'abord la nature capricieuse. Donc ça correspond au mythe fataliste de la nature. Donc là, les fatalistes, ils voient la vie un peu comme une loterie. Donc la nature, là, elle est considérée comme imprévisible. Leur perception du risque, elle va être basée sur la croyance de ce que je ne sais pas ne peut pas me nuire. Donc, ce qui fait qu'ils vont avoir une faible préoccupation environnementale. Et là, les personnes qui correspondent à ce mythe, ils vont pas privilégier de stratégie de gestion en particulier parce qu'ils pensent que de toute façon, ce qu'ils préfèrent n'a pas d'importance. Ensuite, on a la tolérance à la nature. Donc ça correspond au mythe hiérarchique de la nature, où là, les tolérants à la nature, ils pensent que la nature, elle peut supporter des perturbations modestes, mais jusqu'à un certain point. Que les ressources naturelles, elles sont disponibles, mais elles sont rares. Donc les tolérants à la nature, ils vont être associés à une préoccupation environnementale modérée. Et alors, eux, ils pensent que les problèmes environnementaux, ils peuvent être mieux gérés par une réglementation gouvernementale qui va être basée sur la connaissance des experts. Donc, selon eux, seuls les experts connaissent les limites de la capacité environnementale et c'est au gouvernement de contrôler et de prendre la responsabilité sur les limites qui ne sont pas à dépasser. Ensuite, on a la nature bénigne. Donc ça, c'est le mythe individualiste de la nature. Donc là, les ressources naturelles, elles sont considérées comme abondantes. La nature, elle est considérée comme un système résilient et plutôt robuste. Et là, les individualistes, ils vont être associés forcément à une faible préoccupation environnementale. En plus de ça, les individualistes, ils considèrent la restriction des comportements ou la réglementation gouvernementale comme une menace à l'autonomie et à la liberté individuelle. Donc c'est inacceptable. Donc, pour eux, les problèmes environnementaux, ils devraient être résolus par le libre marché ou par les innovations technologiques qui, justement, contrairement à la réglementation gouvernementale, ne vont pas restreindre en fait leur liberté individuelle. Et le dernier, du coup, ça va être la nature éphémère. Donc ça, c'est le mythe égalitaire de la nature. Donc là, les ressources naturelles, elles sont considérées comme limitées, voire en voie d'épuisement. Là, la nature est considérée comme un système plutôt fragile. Et la nature, elle est... là, du coup, les égalitaires vont être associés forcément à une forte préoccupation environnementale. Alors pour eux, les technologies sont justement la principale source des problèmes environnementaux actuels. Et pour eux, en fait, les problèmes environnementaux, ils peuvent être maîtrisés que par des changements comportementaux radicaux. Donc là, on a les 4 mythes. Et du coup, pour ma thèse, en fait, j'essaye de comprendre en fonction d'une menace qui va être perçue sur le Mont d'Or, donc qui peut du coup toucher à différentes valeurs, quelle stratégie de gestion environnementale sera acceptée, quelles prises de décision individuelles et collectives seront mises en place pour faire face à la menace, et qu'est-ce que ça fait sur les dynamiques relationnelles entre usagers. Et le tout en fonction de à quel mythe de la nature l'individu correspond et en fonction de à quel type d'usage l'individu s'identifie. Donc voilà globalement. Donc comment j'opérationnalise tout ça? C'est du coup sur la première année, là, je suis à la fin sur mes entretiens de stage, je termine de les analyser parce qu'il y avait du gros contenu, il y a encore de quoi faire. Je vais passer sur des pré-tests pour un peu mieux comprendre aussi ma population, les catégories sociales, de comprendre aussi les relations entre usagers, est-ce qu'il y a des compétitions, des coopérations, de mieux comprendre aussi justement les valeurs associées au Mont d'Or. Est-ce qu'on retrouve les mêmes que celles associées aux forêts ou est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent émerger? Et puis, je vais conceptualiser un jeu coopératif et qui va me servir de support expérimental pour la 2e année. Où là, du coup, j'imagine un jeu plateau avec, il va se passer des scénarios qui vont menacer le Mont d'Or. Et du coup, l'idée, c'est les joueurs, ils vont être autour de la table. Donc, on peut avoir un chasseur, un éleveur, un vététiste et de voir un peu leur prise de décision face à cette menace et d'évaluer avant le jeu leur mythe de la nature, d'évaluer aussi du coup tous ces aspects que j'ai parlé avant et de voir si du coup justement on voit des prises de décision différentes en fonction de tout ça. Et dernière année, l'idée, ça va être d'améliorer cet outil, parce que le jeu, ça peut être un formidable outil d'aide à la décision pour les élus, pour les décisionnaires territoriaux. Donc, d'améliorer cet outil pour que derrière, sur d'autres massifs en transition, voire sur des littoraux, voire n'importe quel espace, du coup, ça puisse être réutilisé. Et puis, l'idée, ça va être aussi de construire un livrable qui sera
du coup, à l'attention de toutes les parties prenantes dans la transition pour faire des préconisations d'action. Voilà, Et merci beaucoup, je ne vous ai Lucie. pas endormi. Ben non, non, il y a eu beaucoup de réactions. Donc, il y a deux questions. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hein, on va y répondre. Première question de Nico et deuxième de Nayad. Je vais poser les deux parce qu'en fait, elles se rejoignent un petit peu. C'est sur la question des 4 mythes. Est-ce qu'on peut faire basculer quelqu'un d'un mythe à l'autre? Et donc, peut-être complément de question, est-ce que ces mythes de la nature sont vus comme des catégories hermétiques Oh, ou voilà. plutôt comme un continuum dans le sens où quelqu'un pourrait se situer dans plusieurs mythes? Et après, Nico pose une question sur le jeu, donc on verra après. Alors, ces mythes, donc, comme je dis, ça date de 1990. Moi, je me demande personnellement, donc là, je suis sur la première année, donc la théorie, elle est en construction constante. Je me demande justement s'il n'y aurait pas déjà une manière de repréciser ces mythes-là, parce que là, c'est peut-être aussi très succinct. Il y a 4 mythes, mais c'est peut-être un peu plus précis que ça, et puis on peut peut-être du coup, les retravailler aujourd'hui. Et puis, justement, j'aimerais savoir, en fonction de l'usage qu'on fait, par exemple, du massif, est-ce qu'on va se retrouver dans tel mythe? Par exemple, je suis vététiste, mais demain, je suis chasseur. Ça veut dire Tu lis la que... question de Nico. D'accord, c'est un Est-ce que lors d'un jeu de rôle... Ouais, je vois pas Où on incarnerait un chasseur si on est vététiste, on arrive Ah, à prendre en compte les enjeux pour ce groupe auquel on bah, n'appartient pas. Voilà, par c'est un peu... exemple, en Du coup, fait, j'en profite pour glisser la ouais, question aussi dedans. justement, en fait, ok, l'individu s'identifie comme vététiste. Mais moi, par exemple, sur les entretiens, j'ai eu quand même beaucoup d'éleveurs qui étaient à la fois chasseurs ou des chasseurs qui étaient à la fois forestiers et des chasseurs qui étaient vététistes, par exemple. Et du coup, c'est pas tant l'identification peut-être qui va être primordiale, mais peut-être en fonction de l'usage. Donc, si aujourd'hui je suis vététiste et je vais sur le massif pour faire du VTT, peut-être que je vais correspondre à un mythe ce jour-là en Oui. fonction de cette pratique. Et puis, quand je suis chasseur, je corresponds à un autre mythe. Donc aussi, l'idée, c'est de voir aussi s'il y a des différences de mythes en fonction de l'usage, quoi. Mais ça va être à creuser. Et je pense qu'on ne peut pas être un mythe toute notre vie. Il y a des évolutions. Et il y a des évolutions en fonction du contexte. Il y a des évolutions. Ouais, c'est vrai que le cadre est quand même intéressant, mais le cadre des 4 mythes qui est posé, mais c'est sûr que s'il date des années 90, je pense que la relation de la société à l'environnement ces 20-30 dernières années a énormément évolué. Donc certainement que dans les conceptions, peut-être les conceptions des personnes se sont peut-être aussi un peu En complexifiées. plus, et après, il a été réutilisé en 2009 dans une étude. C'était plutôt sur mince, comment on appelle ça? Sur l'énergie, enfin, du coup, d'économiser l'énergie. Donc, c'était plutôt sur des problématiques comme ça. Et ils ont été réutilisés, mais pareil, ils n'ont pas été réadaptés. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un travail à faire de réadaptation, mais à voir en fonction. Là, j'avance sur la théorie petit à petit, donc ça risque d'évoluer. Ok, très bien. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Moi, j'en ai noté quelques-unes, mais qui sont plutôt générales, donc je t'ai pas interrompu pendant le Ok. propos parce que ça, en fait, c'est plus sur la démarche. J'ai entendu que tu parlais comme manière de gérer ces conflits-là, tu parlais de réglementation. Est-ce que tu as des idées sur... je ne vais pas te demander quelle réglementation il faut mettre en place, mais quel type d'action? Est-ce qu'il y a finalement que de la réglementation qui peut Justement, permettre de gérer ça? on sait que par exemple, de restreindre un espace et de dire voilà, du jour au lendemain, vous n'avez plus le droit d'aller sur cet espace, ça ne fonctionne pas. Alors là, je sais que dans les calanques à Marseille, ils ont mis maintenant un Sur flux. inscription, oui, Ouais, sur effectivement. inscription. Alors ça marche bien parce que je pense, enfin après ça va être un test, mais je pense que ça marche bien parce que les calanques, on peut facilement se poster à Oui, l'entrée des il y calanques. a peu d'entrées. Et voilà, et du coup là, on peut gérer le flux. Mais Sur un massif, sur un massif, c'est impossible. c'est compliqué. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait appel du coup à la psychosociale pour voir s'il n'y a pas d'autres manières de réglementer et qui viennent en fait de l'individu lui-même qui en fait Après, qui se moi, la responsabilise. question des calanques, je me demande si c'est pas en plus un peu dangereux, dans le sens où, bon, là, on met en place une réglementation, on limite sur inscription, donc on embauche des gens pour venir contrôler qui vont être là tout l'été, donc ça engendre des coûts, donc on va se dire, ce coût-là, il faut le répercuter sur l'usager, et au final, on va avoir un accès qui va devenir payant quoi, à ces sites-là. Ouais. Est-ce que le risque, il est Et pas ça là? va pas être accepté. Je dis pas que c'est ça qui va être fait, mais le risque, il est là. C'est-à-dire que finalement, mettre en place cette réglementation, elle coûte très cher. C'est pour ça que là, tout l'enjeu de la thèse, c'est essayer de voir aussi quelle réglementation pourrait être acceptée, en fait, quel type de réglementation, et qui puissent émaner justement des individus en fonction de leur usage. Par exemple,
de spécifier un type de réglementation en fonction de l'usage et qui Mm. soit accepté dans cet usage-là. Ça serait du coup un peu l'idée justement de la thèse. Donc je travaille aussi avec le département parce que du coup, comme j'avais dit, il y a un projet de labellisation espace naturel sensible. Oui, Donc eux aussi, ils sont en recherche d'innovation dans les types de réglementation parce qu'il y a toujours eu un aspect, on met des pancartes et puis on sensibilise, mais oui. ça marche C'est pas pas. suffisant. Donc C'est bien, mais c'est pas c'est bien, mais suffisant. c'est pas suffisant. Donc là, c'est pareil, ils sont en recherche d'innovation sur le type de sensibilisation qu'on peut Mm. mettre en place. Donc, il y a Nayad qui réagissait sur les 4 mythes et qui disait go inventer une nouvelle théorie. Effectivement, mais on attend ça. Hein, tu nous Ouais, tiendras au courant. Du on coup. va voir. Non, mais après, peut-être Mais en tout compléter, cas, ça voilà, m'intéresse travailler dessus, beaucoup, ouais. réfléchir dessus, c'est Ouais. intéressant. Et Nico qui demande en gros avec quelle discipline tu souhaiterais le plus collaborer, vu que tu parles beaucoup d'interdisciplinarité, et réciproquement, mais la question n'est peut-être pas obligatoire, avec laquelle tu souhaiterais le moins collaborer. Le plus collaborer, question difficile. Enfin, moi, là, par exemple, je suis co-encadrée par un écologue aussi. Alors, il me co-encadre pas en termes d'écologie parce qu'il représente plutôt la fédération de chasse. Donc, il vient pas vraiment avec la casquette écologue, mais c'est intéressant aussi de voir les différences de méthodologie, etc. Et après, j'aime bien travailler avec les écologues, mais parce qu'ils ont une vision quand même très systémique en fait des espaces, et c'est intéressant de travailler avec eux. Avec qui je souhaiterais le moins collaborer, honnêtement, je crois pas. Enfin, je suis curieuse à chaque fois justement de ce qui se passe dans d'autres disciplines, et là j'ai fait une formation avec des économistes il y a pas longtemps. Je trouve ça hyper intéressant parce que vu que je m'intéresse à la théorie des jeux et que la théorie des jeux elle vient de leur discipline, c'est aussi très intéressant de voir comment ils abordent ça. J'ai rencontré un juriste il y a pas longtemps aussi qui parlait du droit à la nature, et c'est hyper intéressant Ouais, aussi. j'y pensais aussi, bon, naturellement, du coup, je suis Ouais, un peu déformé ben, professionnellement. et Mais du oui. coup, bah, je trouve qu'il y a des trucs à apprendre un peu partout. Je collabore aussi avec une zone atelier Arc Jurassien qui, du coup, regroupe plein bah, il y a des géochimistes, il y a des écologues, etc., qui ont un objet commun, c'est le territoire. Mm. Donc voilà. Oui. Donc moi j'ai juste une petite réflexion pour Nico, Pour Nico, peut-être. avant de répondre avant de lire la question. Nico, je te rappelle juste que les échantillons que tu as, tu es censé les analyser et pas tous les tester, quoi. Juste ça. Est-ce que introduire des espèces très dangereuses, genre des hippopotames, ne serait pas une bonne idée pour protéger un espace naturel contre l'homme? Est-ce qu'il faut répondre à cette question? Ah bah, on le voit. J'avais prévu de te remettre le joker plus tard, mais je pense Non, que si, mais je pense pas, parce qu'on le voit de toute façon avec le loup et le lynx. Bah, ça vient. Enfin, c'est pas des espèces dangereuses pour l'homme. ouais, c'est pas dangereux pour l'homme, mais enfin, le loup, c'est une espèce qui s'adapte très très vite. Mm. Et là, elle prend de plus en plus de terrain, etc. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, bah, pour se protéger du loup, les éleveurs, ils demandent à avoir des patous. Les patous deviennent des dangers pour les randonneurs. Mm. Donc, il y a tout cet aspect-là où je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas, la question, elle est... Moi, je pense très sincèrement que c'est une très mauvaise idée. Oui, non, mais t'as Mais ok. Ouais, bon, combien de ça loups? dérape Non, un peu. oh là Combien là. de loups pour battre un hippo? Alors oui, Carton, moi je disais, les loups et les lynx sont pas des espèces dangereuses pour l'homme, mais les hippos, effectivement, oui. Bah, après, chaque espèce peut être dangereuse si on est sur son territoire et si on a Si on a des comportements qui sont pas appropriés. qui sont pas appropriés, ça peut être dangereux. Et vu que le loup, là, il prend de plus en plus d'espace, etc., on ne sera pas à l'abri qu'il Il peut y puisse y avoir un des accident, on ne sait pas. Mais Oui. ça ne sera pas le loup qui viendra attaquer l'homme directement. C'est plus, voilà, si on a des comportements dangereux sur son territoire, ça peut aussi venir à... C'est quand même une espèce concurrentielle à l'homme aussi, sur le plan ça reste un alimentaire, prédateur, sur tout ça. Oui, complètement. On Oh va là vous là, laisser ils sont partis discuter. trop loin. On va vous laisser discuter. Mais s'il y a des questions, en tout cas, qui sont en lien avec l'intervention, n'hésitez pas. Moi, j'avais une autre question, du coup, qui va peut-être recentrer un petit peu. Donc, on a parlé des types d'actions qui peuvent être issues de cette étude-là. Et moi, j'ai une autre question qui vraiment m'intéresse beaucoup. C'est comment tu te vois, toi, ta place de chercheur au milieu de tous ces groupes-là? En gros, la place du sachant, quelque part. T'as le rôle du scientifique. Est-ce qu'il n'y a pas... J'explique un peu, parce que je suis pas sûr que ce soit très clair. Donc, est-ce qu'ils mettent pas trop
d'enjeu sur toi, dans le sens où on a mis un chercheur, un scientifique au milieu, c'est lui qui va nous dire quelle est la vérité, et on attend après ça. Et du coup, si la vérité que tu leur donnes, qui est peut-être même pas présentée comme une vérité, mais qu'eux perçoivent comme ça, s'ils sont pas d'accord avec, est-ce que voilà, pour toi, ta place, elle est peut-être pas un peu périlleuse? Ouais, l'enjeu d'attendre des solutions, Oui. en fait, un peu. Alors, l'avantage, c'est que je dépends de deux structures, la Fédération départementale des chasseurs du Doubs et le syndicat mixte du Mont d'Or. Donc, déjà, il y a cet avantage-là que, bah, du coup, je travaille pour deux structures qui ont deux intérêts différents, ce qui fait que, bah, naturellement, j'ai une place neutre, en fait. Ok. Et du coup, j'ai une place où, forcément qu'on attend du résultat. C'est un peu d'ailleurs, je pense, la pression de toutes les chiffres. Oui. On dépend quand même de gens qui misent sur toi, donc forcément. Mais je travaille en plus de ça dans un pôle ingénierie au syndicat mixte, donc je suis en plus entourée d'une chef de projet qui travaille sur d'autres thématiques d'accompagnement dans le changement touristique, etc. Donc de toute façon, on a un enjeu de solution qui est porté par toute l'équipe. Ok. Donc je suis pas toute seule à avoir ce poids-là, quoi. Et en soi, ils me mettent pas vraiment la pression non plus, je trouve. Il y a vraiment, ils me laissent en autonomie totale et en fait, quand les idées émergent, ils ont plein d'idées pour complémenter. Donc pour moi, ça va pour l'instant, mais forcément qu'il y aura une solution à apporter. Ok. Et deuxième sous-question, c'était bon, le premier, c'est un peu comment toi tu garantis que tu as une place qui reste confortable pour toi et que tu ne sois pas emporté dans des enjeux que tu maîtrises moins. Et étant donné que les groupes avec lesquels tu travailles, enfin, je dis groupe comme ça reste un terme générique, tu as des publics qui sont quand même très différents. Comment tu fais pour adapter ton discours pour être comprise de la même manière par tout le monde? Enfin, pour être suffisamment, pas de la même manière, mais au moins suffisamment comprise par tout le monde. Alors déjà, il y a tout l'enjeu de comment on se présente. Parce que si on se présente travaillant pour le syndicat mixte auprès des chasseurs, par exemple, bah, il y a l'idée, t'es pour le tourisme, t'es pro-tourisme. Et puis si tu te présentes, tu travailles pour la Syndicat des fédé de chasseurs, chasse auprès des pratiquants sportifs, c'est moi je suis anti-chasse. Donc déjà, il y a tout ce qui est bien, du coup, de travailler pour deux structures, c'est que j'en joue. Des fois, je me présente sous syndicat mixte, des fois, je me présente sous la fédé de chasse pour éviter justement déjà ce truc-là où ils vont être réticents dès le début à parler. Après, sur le discours, je rappelle tout le temps aux participants, moi, j'ai pas de parti pris. Je suis là pour justement vous entendre, vous écouter et après de trouver des solutions ensemble. Et je rappelle tout le temps aux participants, là, l'idée, c'est qu'on coopère tous ensemble. Donc ça, je le rappelle constamment. Et du coup, sur les entretiens, ça fonctionnait bien. Et tu replaces l'enjeu. Au final, tu dis, nous, on est là pour protéger le massif parce que tu sais que c'est la valeur commune à tous les groupes. Et ça, je le replace tout le temps et du coup, ça fonctionne bien. Après, voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, on en a encore pour quelques minutes, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, on y répondra. Je ne sais pas si on gardera quand même la suggestion des hippos dans le massif du Mont d'Or, mais... J'en parlerai à la fédé de chasse, je pense pas que... Ça reste en réflexion, en tout cas. Surtout que c'est pas du tout leur milieu, donc... On prend la proposition très au sérieux, quand même. Hein. Je pense que là, un hippopotame sur le massif du Mont d'Or face à des loups, il tient pas longtemps, parce que c'est pas son milieu, en plus, donc... Oui, c'est un mais peu ça compliqué. peut être drôle. C'est pas. Ok. Très bien, alors je vais te proposer pour terminer cette émission notre petit jeu des questions. Nico, une dernière question qui te retarde un peu le jeu. Avec le réchauffement climatique, est-ce que finalement on peut pas faire des safaris? Non mais arrête Nico, ça suffit. Dans le Mont d'Or, mais après je pense qu'il y a toujours des expéditions Mais je tiens à dire par contre pédagogiques. que j'ai fait partie d'un événement qui s'appelle 2050 Lookup et du coup on imaginait aussi des avenirs un peu loufoques entre guillemets de à quoi pourrait ressembler le monde en 2050 et du coup c'était pas un safari mais il y avait quelqu'un qui avait proposé de visiter une ancienne station de ski et enfin du coup il y avait tous ces trucs là qui peuvent aussi émerger parce que ça fera partie de l'adaptation aussi touristique en fait. Nico qui teste. Des gens sur une bulle de motard, référence à ce qu'il nous a dit il y a quelques semaines. Très bien, oui. Nico, en tout cas, bon courage à toi. On sent que la journée est difficile et on est content d'être là pour toi. Sache-le, vraiment, ça nous fait très plaisir. Du coup, le petit jeu. Enlever les accessoires. Donc, comme vous le savez, je te remets donc officiellement le Joker. J'ai le droit, c'est bon. Oui, tu as le droit. Parce que normalement, si c'était pas une bonne présentation, j'avais pas le droit. J'ai trouvé la présentation excellente. C'est bon. Petit jeu, donc il y a une casquette unime, vous le voyez, qui contient des questions surprises.
légèrement gênante. Donc Lucie devra répondre à des questions. Pour déterminer à combien de questions elle va devoir répondre, il faut qu'elle lance le dé. Alors, à noter quand même que Théo, la semaine dernière, a été très joueur, puisqu'il a lancé, je crois qu'il a fait 2. Je trouvais que c'était pas suffisant, donc il a relancé le dé et on a cumulé les scores. Donc, sans te mettre la pression, tu peux lancer le dé. Si j'ai un, j'ai un. Oh là Non, là. c'est bon. Vous le voyez tous. C'est J'ai donc un jamais de 5. chance. Ah, mais si, c'est de la chance, puisque tu vas avoir l'occasion de parler un petit peu plus longtemps avec nous. Oh là là. Bah, du coup, ça fait 4 questions vu que j'ai le joker. C'était empilé. Non, Dieu, c'est une question. Le joker, tu l'utilises autant de fois que tu veux. Hein. Ah! Voilà, je crois que mais c'était pour oui, cette question. après, on remplacera les questions. Oula. Quels sont les 3 premiers mots qui te viennent à l'esprit quand on te dit Université de Nîmes? Maison. Parce que bah, forcément, j'ai passé mon master ici. Et puis, alors, la promo de notre master, big up à vous. Je crois qu'il y a certains représentants Ouais. qui sont là. C'était vraiment la famille. Bah, formation, forcément. Bah, voilà, il y en a certains. Formation, parce que bah, forcément, je trouve que c'est là où j'ai été Enfin, c'est là où, du coup, ma formation, elle a pris vraiment un tournant aussi dans mes choix aussi d'avenir. Et chaud. Parce qu'on est dans le sud et moi maintenant je suis tout le temps en trajet et là maintenant j'habite à Chambéry mais il y a du coup, ma zone d'études elle est en montagne et du coup ça fait plaisir à chaque fois de venir ici, il fait meilleur. D'ailleurs, ton rythme, c'est quoi à peu près Et c'est beaucoup de trajets. Ouais. Du coup je descends en train à chaque fois ici. Et tu viens tous les combien à peu près sur Nîmes, là j'ai à peu près 2 à 3 fois par mois. Mais quand je donne des cours, c'est toutes les semaines. Du coup. Et après, il y a des formations. Là, tu as fait le déplacement exprès pour ça? Ouais. Oh là là, merci beaucoup de ta présence. Quand même. Je savais pas. Donc voilà. Merci. Du coup, heureusement que tu as 5 questions, parce qu'il faut quand même cumuler, enfin, tu vois, pour rentabiliser le temps de trajet. Quoi. Ah, par contre, j'aimerais bien faire le bilan carbone à la fin de ma thèse, ça doit pas être fameux. Hein. Qu'est-ce que tu n'avouerais pas à tes collègues? Une info sur toi qu'ils savent pas forcément. Bah justement, si je peux pas l'avouer. Oui, C'est quoi la question d'ailleurs? Je vais activer la direction de ma recherche. Parce que je squatte aussi, on m'appelle la squatteuse. On va discuter. Qu'est-ce que j'avouerais pas à mes collègues? Ne pas y avoir de réponse aussi. Moi, en plus, je me considère comme quelqu'un de très direct, donc je dis quand même toutes les choses. Ça peut être une réponse? Oui, non, mais après, voilà, c'est des questions parce que ça nous est arrivé d'apprendre quelques petites choses qui n'étaient pas forcément des secrets, mais voilà, dont le doctorant n'avait jamais parlé avec ses collègues. Mais... Alors, juste réponds à Théo que tu aimes les blagues de ton voisin de bureau, donc justement, je les déteste et tu le sais très bien. Ah, bah, c'était donc pas un secret. Théo, tu peux auto-modérer ton message, hein, si jamais. Tu as les droits, je vois. Donc, troisième question. Qu'est-ce qui te déplaît le plus dans ton travail de doctorant? Les trajets, justement. Enfin, honnêtement, c'est ça qui me... Moi aussi, j'aime mes blagues. Mais ouais, les trajets, parce que vraiment, au niveau fatigue, alors maintenant, j'apprends à travailler dans le train. Mais quand je monte à Métabier, ma zone d'études, déjà, c'est pas desservi par les trains, donc j'y vais en voiture. C'est 2 heures de route. Je traverse la Suisse. Et ça, j'avoue que c'est très fatigant. Je pensais pas que... Et le télétravail aussi, je déteste. Enfin, je supporte plus. Donc voilà. Ça va être ça que je vais détester le plus dans mon travail. Donc voilà. Ok. Ça passe. C'est la 4e, du coup, maintenant. Tu pioches la 4e. Qu'est-ce que tu penses de ta direction de thèse? Alors, je sais pas s'ils sont là, mais... Alors, pour le coup, moi, je suis hyper contente parce que c'est hyper complémentaire. Donc, en plus de ça, donc, je suis dirigée par 2 personnes. Donc, Oscar Navarro, qui a rejoint Chrome l'année dernière. Et puis Elsa, qui m'a encadrée sur mes 2 mémoires de recherche, en plus en master. Donc, c'est une suite logique pour moi de rester avec Elsa. Et du coup, Elsa connaît très bien aussi comment m'encadrer, etc. Donc, il y a ce truc-là où je suis hyper à l'aise. Et puis, au niveau théorique, ils sont hyper complémentaires. Elsa, elle est beaucoup sur les relations intergroupes. Oscar, il va être beaucoup intéressé aussi sur les valeurs. C'est lui qui m'a d'ailleurs beaucoup parlé des mythes de la nature. Et je trouve que l'approche là-dessus est géniale. Et je les adore. Voilà.
ne dirais pas de mal. Très bien. Ah, mais c'était pas le sens de la question. Alors, que répondrais-tu à quelqu'un qui te dit que tes recherches sont inutiles? Ah ça, et Théo, il l'a eu Ouais, cette il a eu ça. Tu question-là. en veux une autre? Est-ce qu'elle t'inspire pas trop? Enfin, si, j'ai une réponse, Non. remarque. Je suis payée pour ça. Il y a des financements qui ont été donnés pour ça. C'est que clairement, c'est pas inutile, c'est qu'il y a une demande. Donc, logiquement, c'est que je réponds à une demande aujourd'hui. Et peut-être que je vais pas avoir les résultats qu'on veut, mais ça reste, pour moi, ça reste des résultats, justement. Ça permet de dire, ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, c'est un des trucs que le syndicat mixte du Mont d'Or répète à chaque fois et que j'adore. Ils sont dans une transition touristique qui n'est pas forcément acceptée encore par tout le monde sur le territoire. Et ils répètent à chaque fois, nous, on teste. Au moins, on essaye. Donc, on teste, on voit si ça marche, si ça marche pas. Et là, c'est exactement pareil. On teste, on voit si ça marche ou si ça marche pas. Et l'idée, c'est qu'on avance, en fait, de toute façon. Donc, pour moi, ça sera pas inutile de toute façon, même si c'est un échec. Voilà. Super. J'avais toutes les questions. T'as répondu à tout. Après, voilà. J'ai même pas utilisé le joker. Non. Mais il est très peu utilisé. Ouais. Je pense que c'est parce que les questions sont excellentes. Voilà. Le dessin. C'est donc, oui, c'est l'heure Mes talents, la page blanche. Donc, c'est ça va être très un moment de libre expression de ta part sur cette page. Donc, prends ton temps. On a tout le temps. Donc, il y a Tom qui dit grosse dédicace à toute l'équipe de rédaction des questions, évidemment. Oui. Ça nous a pris quand même bien 15 minutes de rédiger toutes ces questions, mais on essaie de les agrémenter au fur et à mesure. Oui, il y avait carrément une équipe. Non. J'ai suggéré assez peu de questions finalement. Hein. Les pires sont pas de moi. Je vous laisse avec ça. Je pense que les pires, c'est quand même l'hippopotame. Oui. Donc simplement, moi, pendant que Lucie fait son œuvre, je vous annonce les prochains lives. Du coup, c'était le dernier live de l'année, cette année. Donc les prochains lives, ce sera... Ouais, tu nous fais l'honneur de ta présence pour le dernier live. Bon, sauf live qui se déciderait au dernier moment. Mais a priori, pour le moment, on n'a rien de prévu d'ici la fermeture. On arrive en juillet, donc c'est plutôt bien. L'établissement commence à se vider d'étudiants, puisque je crois que les derniers rattrapages avaient lieu hier. Donc on espère d'ailleurs que ça s'est bien passé pour eux. Oui, je clôture en beauté, hein, tout à fait, c'était une super émission. Donc on se retrouvera à la rentrée pour des émissions qui reviendront dédiées à la recherche, d'autres un peu moins dédiées à la recherche. Donc on espère que tout ça, tout ce qu'on vous a proposé vous aura plu. Moi j'adresse mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont bien voulu accepter de venir participer à nos émissions. Donc je vois qu'il y en a quand même pas mal dans le chat qui sont passés à ta place, Lucie, sur les dernières semaines. En tout cas, pour nous, c'était vraiment des bons moments. Ça met bien en lumière toute la diversité de notre recherche. Et je trouve que déjà, c'est une bonne chose de voir que la recherche, c'est un monde qui est très varié. Tout ce que ça peut apporter aussi. On met en avant toute l'innovation dont on peut faire preuve pour essayer de trouver les solutions aux problèmes de manière générale que rencontre notre société. Donc je trouve que c'est une très bonne chose et je vous remercie tous vraiment très chaleureusement. Et donc on se retrouvera à la rentrée pour continuer tous ces projets-là. Donc Lucie, qu'est-ce que tu nous as dessiné? Des petits bonhommes qui se tiennent la main. Vu de dessus. Voilà, du coup. Oui. Tu peux montrer à cette Alors, j'ai pas des talents de dessinatrice exceptionnels. Ah, ici, là? Ouais. Donc, il y a quand même des petits bonhommes qui se tiennent la main. L'idée, c'est... moi, je crois en le collectif, du coup, pour faire face à tous les enjeux climatiques qu'on va faire face. Et pour moi, c'est important, justement, là, d'essayer de rassembler tout le monde ces problématiques-là et justement, d'essayer de lutter un peu contre tous les biais dont on a parlé juste avant, de croire que notre groupe est meilleur qu'un autre, etc. Et de lutter contre ça pour pouvoir avancer. Donc voilà. Mais super, merci. Je te demanderai de le signer, s'il te plaît. Parce qu'ils sont gardés et affichés comme une signature, ton prénom, ton nom, une vraie signature, ce kit. C'est une vraie signature. Il faut le revendre après. Hein. Oui, mais c'est ce qu'on fait. On attend que vous deveniez célèbres tous et après on fera une vente aux enchères pour organiser des Olympiades des doctorants. Voilà.
Bon, merci à tous. Merci beaucoup, Lucie. Merci Bah, d'avoir fait le merci. trajet pour venir. Nico te dit de ne pas rater ton train pour ton Ah, voyage c'est pas mon retour. train, là. C'est Ouais, ok, bon, ben, ton trajet, en c'est tout bon. cas. Merci d'avoir été là, tous ceux qui nous regardaient. Et puis, Merci. Et merci. merci de m'avoir invité. Avec plaisir, vraiment. À bientôt.